Si vous visionnez cette vidéo, vous êtes sans doute un inspecteur pédagogique. Et on a dû penser à vous pour collaborer à un projet de renforcement des capacités du personnel enseignant. Celle-ci est la troisième de 3 vidéos. Dans la première vidéo, on a vu les limites de votre casquette habituelle pour ce genre de mission. La nouvelle casquette, oui, elle peut résoudre 2 problèmes. Sauf qu'elle en soulève 2 autres. La deuxième vidéo s'est concentrée sur la problématique de la demande. En clair, si on demande aux inspecteurs d'attendre que les questions remontent du terrain, il est possible qu'ils attendent longtemps. Dans ce cas, il y a seulement 2 solutions. 1, on ne prend aucun risque et on remet sur sa tête la première casquette. Et on se dit que cette fois-ci, ce sera la bonne, qu'on va minimiser la déperdition du modèle en cascade. Dans certains pays, ce réflexe est possible. En gros, on parle de pays qui emploient, on va dire, moins de 50 000 profs. Et encore. Le modèle en cascade fonctionne seulement à condition de prendre beaucoup de précautions. L'autre solution, c'est de se tourner vers les chercheurs en andragogie. Ces chercheurs nous disent 3 choses. Plus vous partez des problèmes vécus sur le terrain, plus vous respectez la cadence du terrain, plus vous misez sur des pairs qui sont dans une posture bienveillante sans le moindre lien hiérarchique, et plus la demande sera forte et sincère. En tout cas, plus forte que dans le modèle traditionnel. Comme on l'a vu, ce n'est pas parce que les profs nous écoutent poliment qu'ils vont forcément changer leur pratique. La deuxième vidéo a présenté une piste de solution pour partir des problèmes vécus sur le terrain. Celle-ci va décrire une autre piste pour concilier 3 besoins. Miser sur l'expertise très précieuse du corps inspectoral, respecter la cadence du terrain et miser sur des pairs bienveillants. Pour vous décrire cette piste, allons voir du côté des chercheurs en andragogie, et notamment d'un binôme inhabituel. Elle est une anthropologue américaine et lui, il est informaticien suisse. À la fin des années 80, ils ont observé des maîtres artisans en Afrique de l'Ouest. En principe, c'est le maître couturier qui est censé former les apprentis qui lui sont confiés. Mais ce n'est pas ce que Leib et Wenger ont observé. En réalité, la majorité des apprentissages se réalisait entre les apprentis eux-mêmes, dans le cadre d'échanges horizontaux, loin de toute hiérarchie ou formalisme. Alors, le cœur de leur innovation, c'est cette idée que l'apprentissage est social. On n'apprend pas tout seul devant le maître ou devant un livre. On apprend horizontalement, les uns des autres, d'où la notion de communauté. Alors, la définition formelle d'une COP, c'est un regroupement de 15 à 20 personnes qui partagent les mêmes problématiques. Dans le monde, tous les métiers ou presque ont des COP, plus ou moins formelles, y compris des COP d'inspecteurs. Je ferme cette parenthèse sur l'idée des COP. Évidemment, si jamais vous vous engagez plus loin dans ce projet, vous recevrez beaucoup d'autres explications sur ces COP. Pour l'instant, revenons à une idée qu'on a rapidement vue dans les 2 vidéos précédentes. On avait dit que former 500 000 profs, c'est une mission irréaliste, surtout les 400 000 qui sortent des concours. Mais former un seul prof leader par établissement, on va dire un prof qui va contaminer ses collègues, c'est déjà plus réaliste. Ce projet propose un dispositif en 4 étages. Le premier étage, c'est l'établissement. Pour l'instant, traitons l'établissement comme une boîte noire. On ne va pas l'ouvrir tout de suite. On va commencer par le 2e étage. Imaginez 10 écoles limitrophes.
Chacune de ces écoles désigne 2 personnes, le prof leader et le directeur. Ces 20 personnes peuvent former une COP. La première rencontre pourrait porter sur les difficultés en lecture, et notamment les difficultés à faire des inférences. Imaginons que le prof leader de cette école est convaincu qu'on ne peut pas évaluer cette compétence par des examens classiques. Mais elle ne se sent pas encore suffisamment confiante pour en parler à ses collègues. Elle vous appelle en tant qu'expert. Et là, je vois 2 scénarios possibles. 1, c'est un dossier que vous maîtrisez, vous connaissez bien l'évaluation critériée en général, et en particulier, vous savez comment ça peut soutenir l'apprentissage des inférences en lecture. Dans ce cas, pas de problème, allez-y, aidez cette enseignante. 2, c'est possible que vous ne maîtrisiez pas ce dossier. Dans ce cas aussi, pas de problème. Souvenez-vous de la première vidéo. Les experts passent de 30 à 40% de leur temps entre eux à partager leurs expertises. Prenez le temps de maîtriser le dossier. On ne vous demande pas une thèse de doc, seulement d'aider une prof courageuse qui veut expérimenter avec ses élèves. Une fois que cette prof aura pris confiance, elle pourra contaminer ses collègues. Lors de sa prochaine COP, elle pourra partager son expérience avec 9 autres leaders comme elle. Voilà en gros comment un inspecteur pédagogique peut porter la casquette d'expert plutôt que celle du formateur. Si vous vous engagez plus loin dans ce projet, on va vous expliquer les 2 autres étages. Et surtout comment les inspecteurs pédagogiques comme vous sont essentiels pour le bon fonctionnement de ces 2 étages. En attendant, notez qu'au 3e étage, on regroupe 20 animateurs de COP. Et au 4e étage, c'est l'équipe noyau, animée par moi, une sorte d'équipe nationale, et qui réunit 2 types de personnes. Une douzaine de personnes que j'ai déjà formées sur l'accompagnement psychopédagogique, et une douzaine d'autres, comme vous, qui viendront compléter et équilibrer le profil de la première équipe. En espérant que ces 3 premières vidéos vous auront donné l'envie de vous engager dans le projet.